les amis, nous sommes aujourd'hui devant la maison d'Émile Zola à Médan. Alors Médan, c'est dans le canton de Verneuil. Je salue mes collègues Fabienne Devez et Jean-François Rénal. Il y a la maison d'Émile Zola derrière nous et attenante à la maison d'Émile Zola, nous avons le musée Dreyfus. Donc nous sommes dans un lieu historique, un lieu de passion, de déchaînement politique, de déchaînement historique. C'est une période incroyable côté. Alors, au lieu de parler, parce que c'est pas moi le héros c'est Émile Zola, venez avec moi, on va aller le visiter. Bonjour Madame Zola. Comment allez-vous? Très bien. Merci de nous accueillir. Donc nous allons découvrir la maison d'Émile Zola et c'est vous, l'arrière-petite-fille d'Émile Zola, qui va nous faire la visite. Avec vif plaisir. Avec un vif plaisir. Je vous en prie. Merci. Ah, nous voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé historique? Comment ça a commencé ici? Eh bien, écoutez, Zola acquiert une maison en 1878 grâce au droit d'auteur de l'Assommoir. Il l'appelle sa cabane à lapin. Et ensuite, en fonction de ses succès littéraires, il va agrandir sa propriété. Alors là, nous sommes dans la salle à manger. Alors, nous sommes dans Une magnifique pièce. Une magnifique pièce. Alors, votre regard est sans doute porté sur le plafond avec des fleurs de lys. Alors, qui était à table avec Émile Zola? alors il y avait déjà Maupassant, Huysmans, il y a eu des impressionnistes comme Cézanne, Pissarro, il y a eu Daudet, les Goncourt. En fait, bon, Zola n'habitait pas les politiques. D'abord, Zola détestait la politique, détestait les mondanités. C'était vraiment les amis et la famille. Alors, une magnifique cuisine qui rappelle la cuisine de Monet à Giverny. C'est une invitation à l'émotion esthétique, parce que bon, c'est non seulement la maison d'Émile Zola, mais c'est une maison du 19e siècle. Waouh! Ah oui, c'est la vie de château. C'est la vie de château. Ouais, attention, quand on dit château, il faut dire château démocratique. Un château, quand on voit cette panoplie d'armes blanches, c'est surprenant chez Zola, qui était un pacifiste qui avait dénoncé la guerre. L'harmonium. Oui, Zola jouait de l'harmonium. Il jouait de la clarinette quand il était jeune, avec Aix-en-Provence. Et Zola était un visionnaire, parce que Zola était un écologiste. Il a défendu le vivant. Et lui, il a condamné la prédation de l'homme sur l'homme, mais maintenant, je pense qu'il condamnerait la prédation de l'homme sur la nature. Nous allons monter dans le cabinet de travail d'Émile Zola. Ici, Émile Zola a écrit la majorité de son œuvre, des Rougon. Les Rougon-Macquart. Alors, il a écrit par exemple Il a écrit quoi? La bête humaine, l'argent, ici. Alors, à Paris, il rassemblait toute sa documentation les 8 mois de l'année, 4 mois de l'année, c'est-à-dire du janvier au mois de mai. Et il était fidèle à sa devise, nulla dies sine linea, aucun jour sans une ligne. C'est une devise de Pline l'Ancien. Son œuvre principale, voilà, c'est les Rougon-Macquart. Mais là, c'est vraiment les Rougon-Macquart qu'il est écrit ici, dans cette solitude, dans ce lieu qui prête à l'imaginaire, à la création. Merci de nous recevoir pour visiter le musée Dreyfus. Alors, on vous suit. Avec grand plaisir. Alors, j'ai remarqué quelque chose de Soriol, c'est ces cartes postales, entre guillemets, avec toutes ces personnalités. Alors, je reconnais beaucoup de présidents du Conseil. Il y en a quand même un petit paquet, de Fraissinet, et puis des collaborateurs aussi de l'époque. Alors, pourquoi ces cartes postales? Même s'il n'y a que 245 portraits, il devrait y en avoir 20 000 ou 30 000, puisque l'affaire Dreyfus a à peu près intéressé tout le monde. L'idée, c'est que ça va permettre aussi d'évoquer des gens qui sont importants dans l'affaire, mais qu'on ne reverra pas dans le musée. C'est une belle entrée en matière. Allez, on continue. Et là, l'idée, pour moi, c'était un peu d'incarner l'événement, et là, je pensais surtout aux scolaires, et donc de passer à travers Zola d'un côté et à travers Dreyfus. 20 secondes pour me dire qui était Dreyfus, si on commençait par là. C'est quelqu'un qu'on a considéré comme n'étant pas à la hauteur, et qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est un type qui a une finesse d'esprit, une finesse politique aussi, quand on voit la correspondance qu'il échange après. Et c'est quelqu'un d'absolument remarquable, qui est un monsieur qui n'a rien demandé et qui un jour a vu son monde s'écrouler. Or,
Pour deux raisons. La première, c'est l'antisémitisme de l'époque, et puis surtout une affaire très politique en fait. Alors il faut savoir que l'affaire Dreyfus est dans un contexte politique quand même très tendu. Ouais. C'est la fin du XIXe siècle, il y a d'énormes tensions entre la France et l'Allemagne, on est dans l'idée de la revanche de 1870. Donc l'armée est un petit peu sur les dents. Dès qu'il y a un soupçon de traîtrise, ça devient une affaire compliquée. Là, on arrive bien sûr devant peut-être le titre le plus célèbre du journalisme. C'est peut-être la première fois qu'on voit un article qui couvre la totalité de la page d'un journal. Ce qui est absolument génial, c'est qu'il y a deux fautes. À l'époque, les fautes, tout le monde les perçoit. La première faute, c'est celle-là. Elle est interdite. Ce n'est pas une petite accusation, je pense, c'est une grosse accusation. Et la deuxième faute, c'est celle-là, qui est insupportable, parce qu'on a la suite de l'anaphore qui est ici et la conclusion « j'attends » qui apparaît dans le point d'exclamation. Donc là, vous avez une chanson de Dreyfusard. Un soldat de la France, malgré son innocence, fut... Si j'appuie là, c'est anti-Dreyfusard. Elle s'appelle La France aux Français et elle résonne curieusement. Ce qui est grave, c'est que la famille Dreyfus en plus quitte l'Alsace pour rester française, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus patriote que les Dreyfus. Alors Madame Zola, qu'est-ce que ça fait que d'être l'arrière-petite-fille quand même d'Émile Zola? L'impression de grande fierté. De grande fierté de descendre d'un tel homme qui était un humaniste, quelqu'un qui a défendu toutes les valeurs de la République dans son œuvre et dans ses actes. Qu'est-ce qu'il dirait Émile Zola aujourd'hui avec ce déferlement de haine qu'on voit aujourd'hui? Il serait désespéré, je pense. Lui le grand humaniste. En l'humanité, je pense qu'il serait très attristé, en fait. Lui qui a lutté toute sa vie. Dans toute son œuvre, il a défendu les plus faibles. Déjà, il a commencé, en dehors de son œuvre, à défendre les impressionnistes en 1866. Et il a dit à cette époque, il avait 26 ans, « Je serai toujours du parti des vaincus ». Vous savez, son père est décédé quand il avait 7 ans. Sa mère s'est retrouvée face à des difficultés matérielles et il a côtoyé la misère. Quand il était jeune, lui qui adorait les animaux, parfois ça lui arrivait d'attraper des oiseaux pour se nourrir. Et son but, c'était la libération de l'homme. Merci Madame Zola, merci beaucoup pour cette visite. C'était une très très belle visite. Je recommande à notre jeunesse surtout de venir ici, parce que c'est important de connaître non seulement l'œuvre de Zola, de connaître le musée Dreyfus, cette période-là qui était une période violente, mais aussi une période d'espoir. Et je recommande à cette jeunesse de venir ici parce que nous sommes au cœur de l'histoire de France. Merci beaucoup Madame Zola. Merci de nous avoir fait visiter cette très 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 belle maison. Ça a été un vif plaisir.